Je commence à citer un chercheur qui s'appelle Seydi Ababakar Dieng, qui est chercheur à l'université Cheikh Anta Diop. Il dit que la migration internationale, il y a migration internationale lorsqu'une personne ou un groupe de personnes quitte son pays d'origine pour s'établir de manière temporaire ou définitive dans un autre pays. Il dit que la principale difficulté pour mesurer les flux migratoires réside alors, selon Ababakar Dieng, dans l'interprétation des qualitatifs temporaires et définitifs. C'est sur cette difficulté de distinguer ces deux qualificatifs que repose l'opposition sémantique entre les termes immigré et migrant. Pour qualifier le statut migratoire, être migrant fait référence à une migration en cours et par conséquent temporaire, alors que l'immigré est celui qui a plutôt tendance à s'installer de manière plus ou moins définitive. Voilà comment il perçoit la question. Sans se laisser aller vers des tentatives de définition exacte de la migration, nous pouvons considérer que la migration est une stratégie de survie utilisée pour faire face à la pauvreté, à la persécution, à la peur ou à la mort. Du point de vue d'un défenseur des droits humains, la migration n'est rien d'autre qu'un moyen de s'éloigner ou de s'échapper de la non-prise en charge des droits et des libertés fondamentales de l'homme, des droits civiques, économiques, sociaux et culturels. En Afrique, le phénomène de migration est très ancien car des sources datées même du XIIIe siècle, dont le Tariq el-Soudan de Abdelrahman el-Sadi, raconte que durant la dynastie de Askia el-Haji Mohammed, le sultan Komboro, qui gouvernait la grande ville de Djenné du moins, devant 4000 oulémas, émit une prière sous forme de loi. Il demanda que celui qui, chassé de son pays par l'indigence et la misère, viendrait habiter cette ville, il trouva en échange, grâce à Dieu, abondance et richesse, de façon qu'il oublia son ancienne patrie. Que la ville soit peuplée d'un nombre d'étrangers supérieur à celui des nationaux, ce que beaucoup d'États aujourd'hui ne veulent pas. Il disait, c'était une prière, il voulait que vraiment sa ville, Djenné, soit habitée par plus d'étrangers que de nationaux. Et disait aussi que la ville profite des biens et des marchandises apportés par les étrangers. Et c'est grâce à cette grande mobilité et ce dynamisme que la ville de Djenné fut forte et prospère. Cette mobilité dont on parle a constitué, après des indépendances dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, où on raconte de M. Laurent Brossard, qui disait que la mobilité spatiale et sociale est un des facteurs majeurs du développement. Il cite le développement de beaucoup de territoires naguère dépeuplés sur un puissant mouvement de population qui a permis de les mettre en valeur, et c'est le cas du bassin arachidier du Sénégal, de l'Office du Niger au Mali, de la vallée du fleuve Sénégal, des bassins cacaoyers et cafetières ivoiriens et ghanéens, et des bassins industriels du Nigeria. Si l'on se réfère à la chronologie des mouvements migratoires en Afrique, on s'aperçoit rapidement qu'elle semble suivre une progression en cercle concentrique qui procède par étapes. Les distances parcourues évoluent en fonction du temps. Sous cet angle, l'exode rural, connu au lendemain des indépendances, en constitue une
première étape. Ce n'est que bien après que l'on assiste à un déplacement vers d'autres pays africains ou même en dehors de l'Afrique. Ce n'est qu'après avoir expérimenté les routes africaines que les migrants commencent à emprunter les routes transsahariennes avec, à l'époque, les événements, vous vous rappelez de Ceuta et de Melilla, le phénomène Mbekimi n'est qu'une forme de réplique à la fermeture des frontières terrestres dans un contexte d'après 11 septembre marqué par une restriction drastique des entrées aux aéroports. Pour protéger les réfugiés et les demandeurs d'asile contre le refoulement et l'interdiction d'entrer dans les territoires des États d'accueil, la liberté de mouvement, en principe, ne devrait pas être une réalité uniquement au sein des communautés, mais devrait être étendue à tous les pays du monde et tous les êtres humains, sans quoi le droit de chercher et d'obtenir d'asile n'aurait aucune chance de se réaliser. Toutefois, que ce soit au sein des communautés sous-régionales, régionales et des Nations Unies ou même des États, un ensemble d'instruments gouverne la protection des non-nationaux. Je pense que cela peut être aussi une première réponse à ce que mon ami Souleymane Sagna évoquait tout à l'heure par rapport aux apatrides. Les non-nationaux aussi, souvent, ils ont un statut au niveau qui a été aussi encadré par les organisations régionales, sous-régionales et internationales, notamment des migrants, des personnes déplacées, sur la base du principe dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit le respect de la dignité humaine et le développement harmonieux de l'individu, indépendamment de son lieu de résidence. C'est sous ce registre que la Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille fut adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1990. Bien avant cela, les Nations unies avaient adopté en 1951 la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, cadre dans lequel la protection des droits des réfugiés est régie jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, les Nations unies ont récemment élaboré des principes directeurs pour réglementer et gérer le phénomène des déplacements internes des populations. Et en Afrique aussi, l'exemple a été suivi avec l'adoption d'une convention qui régit les aspects propres aux réfugiés africains, mais également l'Union africaine a adopté en 2009 une convention qui porte sur la gestion des personnes déplacées dans leur propre pays, dite la Convention de Kampala. Et près de nous, la CEDEAO a aussi mis en place des instruments pour protéger les étrangers. Parmi ces instruments, on peut citer le protocole sur la libre circulation des personnes, des droits de résidence et d'établissement au sein de la communauté ouest-africaine de 1979. D'autres instruments juridiques internationaux peuvent être évoqués pour la protection des migrants, notamment la Convention relative à la protection des catégories vulnérables telles que les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les personnes vivant avec un handicap, les étrangers, etc. Tous ces instruments aussi contribuent à la protection des migrants. Et au niveau national, les constitutions et les lois peuvent être aussi évoquées pour garantir la protection de ces groupes. À ce titre, l'exemple de l'égalité de tous les individus devant la loi, sans discrimination de race, de sexe, d'origine sociale, mentionné dans l'article 7 de la Constitution du Sénégal, est le modèle type de l'affirmation des droits humains fondamentaux des étrangers. Tous ces instruments juridiques mettent en valeur les libertés et les droits fondamentaux de l'homme, notamment les droits non compressibles tels que le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et morale et le droit de ne pas faire l'objet de torture. Convention contre la torture qui a été signée et ratifiée par le Sénégal. Le droit de ne pas être tenu en servitude ou de ne pas faire l'objet de trafic. Et en général, la migration aussi est un des facteurs qui alimentent le trafic des personnes.
Il y a le trafic des migrants, le transfert, le trafic des migrants comme connu actuellement. Les jeunes payent de l'argent à des passeurs qui font le trafic, mais également il y a le trafic des personnes. La traite des personnes aussi est favorisée par cette migration. Et sur le plan maintenant des institutions chargées spécifiquement de la protection des migrants, il n'y a pas encore, comme à l'instar des réfugiés, une institution spécialement dédiée à la protection des migrants, mais plusieurs institutions sont évoquées pour prendre en charge ce groupe. On peut citer le HCR, le CICR, l'Organisation internationale de la migration et les organisations internationales et nationales, les organisations des droits humains. Voilà donc un cadre juridique qui est là et assez riche, mais qui reste à être amélioré parce que, comme vous le savez, la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de la famille n'a pas été ratifiée par les pays occidentaux. C'est la plupart des pays africains qui l'ont ratifiée, mais la plupart des pays, les puissances étrangères ne l'ont pas ratifiée. Alors que la migration, c'est entre ces États, qui sont les États d'accueil, souvent, surtout l'Union européenne et les États-Unis ne l'ont pas ratifiée. En dehors maintenant du continent africain, avec la fermeture des frontières des États membres de l'Union européenne, des milliers de migrants irréguliers, demandeurs d'asile, réfugiés, font aussi l'objet de graves violations des droits humains. Avec l'ampleur du phénomène de la migration clandestine, entre guillemets, ou irrégulière, qui a connu des proportions jamais égalées au Sénégal et dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest à partir des années 2005 et 2006. Les États membres de l'Union européenne ont élaboré des politiques d'externalisation et de sous-traitance avec certains pays africains pour assurer le contrôle des frontières de l'Europe face aux nombreux flux migratoires irréguliers en provenance des pays pauvres. L'illustration parfaite aujourd'hui, c'est le débat qui se pose entre l'Angleterre et le Rwanda. Ils sont en train de vouloir signer un accord qui permettrait à l'Angleterre de refouler vers le Rwanda tous les demandeurs d'asile qui viendraient, par exemple, demander l'asile ou bien des étrangers en Angleterre pour les refouler au Rwanda pour que leur dossier soit étudié là-bas. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça a été tenté dans par plusieurs États. Il y a aussi l'accord entre l'Union européenne et le Niger. Bon, c'était pour mettre les demandeurs d'asile refoulés de l'Europe vers le Niger pour qu'on étudie leur dossier au Niger. Mais cet accord n'a pas beaucoup prospéré parce que les moyens nécessitaient la prise en charge des personnes à qui on a donné le droit d'asile, que le Niger ne pouvait plus supporter. Il disait qu'il n'a pas reçu suffisamment les fonds qui lui étaient promis, etc. Donc, ce sont des accords que les États européens sont en train de développer pour renvoyer vers l'Afrique, vers des pays africains, effectivement, des demandeurs d'asile en Europe. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes en Afrique subsaharienne, dont de nombreux enfants, se trouvent en situation de déplacement. C'est-à-dire qu'elles migrent de manière irrégulière, utilisant les mêmes modes de transport, en empruntant les voies terrestres et maritimes de plus en plus dangereuses, souvent opérées par des passeurs et des trafiquants de personnes. Il s'agit notamment de réfugiés, de demandeurs d'asile qui fuient la persécution, soit dans leur pays d'origine, des personnes apatrides, des enfants non accompagnés ou séparés, des victimes de la traite, des migrants dits économiques qui cherchent à accéder à des meilleures conditions de vie et des personnes qui migrent dans le cadre des regroupements familiaux ou qui cherchent à échapper aux conséquences associées au dérèglement climatique. On a prévu même dans les années à venir que la migration, les migrants climatiques vont être multipliés par 10 et qu'il y aurait des millions de personnes du fait des règlements climatiques, des catastrophes naturelles
vont encore alimenter la migration mondiale. Face maintenant à l'arrivée de ces populations, on a comme réponse le durcissement vraiment de la part des États de l'entrée de leurs frontières. Comme je l'ai dit, l'entrée irrégulière est criminalisée. Les migrants sont emprisonnés de manière arbitraire dans des conditions souvent inhumaines pour de longues périodes et des opérations qu'on appelle de pushback, pullback, voilà, des refoulements entre États et même en pleine mer sont opérés. Souvent, on a vu, je pense que c'était entre la Grèce et notre pays, où ils faisaient le ping-pong entre un bateau qui était rempli de migrants à qui on demandait de ne pas accoster. À chaque fois, on l'envoyait vers d'autres pays qui les renvoyaient en mer, au risque vraiment de leur vie. Donc ça, ce sont des choses qui existent aujourd'hui. Et on ne peut pas compter le nombre de morts aujourd'hui dans l'océan, hein, de migrants qui sont morts dans l'océan et dans l'incognito total. Souvent, on comptabilise ceux qui sont connus, mais il y a beaucoup d'autres navires, de bateaux, de pirogues disparus dont on n'a plus entendu parler. On ne sait même pas si ces bateaux sont arrivés à destination ou non. Nombre d'États africains, comme je l'ai dit, tels que le Niger, aujourd'hui le Rwanda, ont donc noué des accords avec ces États. Et les conséquences claires et prévisibles de ces politiques, qu'elles soient non délibérées, et de rendre les migrations encore davantage souterraines, c'est-à-dire dans la clandestinité, d'encourager des activités de trafic illicites plus risquées et d'augmenter le risque que les personnes en situation de déplacement soient victimes d'abus graves. Concernant maintenant le cadre juridique programmatique sous-régional de protection des droits migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, personnes déplacées, nous pouvons dire que le cadre réglementaire de la CEDEAO, les principaux instruments juridiques ayant été adoptés sont le protocole sur la libre circulation des personnes, des biens, les droits de résidence et d'établissement, le protocole additionnel modifiant et complétant le dispositif de l'article 7 du protocole de la libre circulation des personnes, de droits de résidence et d'établissement de 84, le protocole relatif au code de la citoyenneté de la CEDEAO en 82, le traité de l'UEMOA adopté et révisé en 94, le protocole additionnel du code de conduite pour l'application du protocole de la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement en 85, le protocole additionnel relatif à l'exécution de la deuxième étape du droit de résidence, le protocole relatif à l'exécution de la troisième étape, le traité de CEDEAO de Lagos de 75, etc. Tous ces instruments sont aussi des instruments qu'on peut utiliser et qui gouvernent effectivement le statut des étrangers en Afrique de l'Ouest. Et au niveau international, on peut aussi parler des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies sur la migration internationale et le développement, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de la famille de 2003, mais qui n'a pas été ratifiée par les grandes puissances, le dialogue politique entre l'Union européenne et les pays ACP tel qu'il est défini par l'article 8 et 13 de l'accord de Cotonou, la déclaration du plan d'action de Rabat de 2006, la Convention générale de sécurité sociale de la CEDEAO de mai 1993, le dialogue de haut niveau de New York sur les migrations et le développement, la déclaration de Tripoli et tout récemment, le pacte mondial sur la migration adopté en 2018 par l'Assemblée générale des Nations unies. Les principes maintenant, rapidement sur les principes. Les principes de libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace CEDEAO est l'une des priorités fondamentales de la politique d'intégration des États membres. La migration légale vers les autres régions du monde participe au développement des États membres de la CEDEAO. Vous avez entendu parler des transferts de flux monétaires renvoyés par les migrants, les diasporas vers les pays africains qui parfois même peuvent être supérieurs à l'aide au développement que les États reçoivent
des pays développés ou bien de la Banque mondiale. La migration, donc, la lutte contre le trafic des personnes est un impératif moral et humanitaire également. La mise en cohérence des politiques en matière de migration, parce qu'il faut, comme la migration est un phénomène national, transfrontalier, il faut aussi mettre en cohérence les politiques entre les États et les sous-régions pour être efficace. Sinon, il ne sert à rien de développer des instruments, des mécanismes au niveau national si vraiment votre voisin n'a pas mis en cohérence sa politique avec, effectivement, ce que vous avez mis au niveau national. La protection des demandeurs d'asile, des migrants, des personnes à risque d'apatride aussi est un des principes de la gouvernance de la migration. Et la prise en compte de la dimension genre dans la politique de migration. Parce qu'on l'a vu récemment qu'il y a une sorte de féminisation de la migration. De plus en plus, avant, bon, il y avait une certaine catégorie de personnes qui migraient. Maintenant, de plus en plus, il y a presque toutes les catégories de personnes qui participent à la migration. On a vu même récemment des bébés, alors qui n'ont même pas l'âge d'être sevrés, qui participent, qui sont dans les pirogues. On a retrouvé des bébés morts un peu partout, des femmes enceintes, des femmes ont même accouché dans des pirogues. Hein. Donc ça, c'est vraiment un changement dans les caractéristiques même des migrants qu'il faut encore étudier et en tout cas actualiser les études qui ont existé déjà. Les femmes, on dit que représentent 47% des 17 millions d'immigrants en Afrique, dont la plupart sont originaires de l'Afrique de l'Ouest. Et face à cette féminisation croissante et le rôle déterminant des femmes dans le processus de développement économique et social de nos pays, les États membres de la CEDEAO s'engagent à mettre en œuvre des actions et mesures suivantes. Prendre en compte la dimension genre dans les politiques de migration, créer et renforcer les structures de soutien en faveur de la formation en entrepreneuriat, éliminer les obstacles commerciaux illégaux qui entravent le potentiel d'entrepreneuriat des femmes au niveau de la migration. Ce qui est valable pour les femmes, c'est également valable pour tous les migrants qui sont à la recherche d'un emploi et qui sont en train de prendre des routes de plus en plus dangereuses pour se rendre vers l'Eldorado, comme ils disent. Il est donc possible, par rapport au type de violation maintenant que subissent les migrants tout le long de leur parcours, il est possible d'établir une corrélation entre les différents types de violations des droits humains commis à l'égard des migrants africains déportés et certaines dispositions énoncées dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que d'autres traités sous-régionaux et internationaux. Par le biais de cette approche, il est possible de recueillir les informations de base utiles à l'analyse des voies de recours possibles et de la jurisprudence africaine en matière de défense des droits humains des migrants africains expulsés. Et les types de violations les plus fréquentes sont, auxquelles sont confrontés les migrants africains peuvent être liés à deux facteurs. D'une part, à cause d'une politique d'externalisation de gestion des flux migratoires irréguliers qui amène les États de l'Afrique du Nord, Maroc, etc., Libye, Égypte, ayant une frontière avec les États du sud de l'Europe, ou qui sont empruntés par les itinéraires suivis par les migrants africains irréguliers et qui deviennent des États de transit, à intercepter, refouler et expulser massivement les migrants irréguliers. La pratique récurrente d'expulsion massive et brutale accompagnée souvent d'exactions dont sont victimes les migrants d'un État africain par la décision d'un autre État africain, montre qu'un long chemin reste encore à faire. On a vu tous les migrants qui ont subi des atrocités, les migrants africains, je veux dire en Afrique du Sud, des Zimbabwéens, des Nigériens. Récemment, en tout cas de plus en plus, on voit des États africains s'en prendre même à leurs frères africains qui viennent migrer, en tout cas s'établir dans ces pays.
La montée vertigineuse de ce type de violation des droits humains des migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, personnes déplacées à travers le monde en général et dans les pays africains en particulier se manifeste par des actes tels que la stigmatisation, la discrimination raciale, la xénophobie, la violence sexuelle, les rafles, les attaques physiques, la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants, les meurtres et les trafics de personnes, les détentions arbitraires et les conditions inhumaines de détention, les expulsions collectives, les expulsions forcées et les refoulements en cascade, les violations des droits à un jugement en bonne et due forme, et enfin, les violations des droits à un procès équitable. En conclusion, on peut dire que tous ces cas de violation continuent de prospérer à cause du cycle de l'impunité. Malgré les principes et les dispositions énoncées dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment principe de non-discrimination, le droit au respect à la vie, à l'intégrité physique et morale de la personne, l'interdiction de toute forme de torture et de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, l'interdiction de toute arrestation et détention arbitraire, l'article 6, le droit à un procès équitable et le droit de saisir les autorités nationales compétentes, article 7, le droit à la libre circulation, article 12.1, et le droit d'asile, article 13. Les principes de respect de la légalité dans les procédures d'expulsion, parce que les procédures d'expulsion aussi doivent respecter un certain nombre de normes, doivent se faire dans ce cadre et non pas expulser des personnes en toute ignorance de leur dignité, bafouer effectivement leur dignité dans le cadre de ces expulsions massives. L'interdiction de l'expulsion collective des non-nationaux, article 12.5. Je pense qu'Ibrahim pourra même rappeler que la RADDHO a eu à soumettre à la Commission africaine une communication plainte sous le registre de cet article 12 qui interdisait l'expulsion collective. Alors à l'époque, c'est la Zambie, je pense, qui avait expulsé un groupe de Ouest-Africains. Donc on a qualifié ça comme une expulsion ciblant des Ouest-Africains et que la Commission africaine avait déclaré cette expulsion vraiment indigne et violait la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment l'article 12.5. Je vais m'arrêter là. Il nous a un peu parlé des causes et aussi des conséquences qu'ils vivent dans les pays qu'ils traversent ou qu'ils résident, dans la pure des espèces, dans l'indignité, avec un caractère inhumain, souvent traité, vendu quelquefois, exploité, et de toutes les manières, que ce soit le travail forcé ou même dans le cadre sexuel. Nous vous remercions beaucoup. C'est un travail qui vraiment nous intéresse et nous interpelle tous, surtout nous défenseurs des droits humains. Pensez aux réfugiés, parce que c'est des groupes vulnérables qui ont des droits généraux, mais aussi et surtout des droits spécifiques. Je crois que le débat sera ouvert et nous serons en mesure, après la pause. Donc, il nous demande qu'on aille en pause café et aussitôt revenu, nous allons ouvrir les débats et chacun va y apporter quand même sa contribution pour qu'on puisse avoir au moins un plan de travail avec le personnel qui va nous remplacer ou avec la continuité dans ce cadre, parce que c'est un cas qui n'épargne aucune nation. Et le Sénégal est une plaque tournante à travers l'Afrique de ce fléau. Si vous ne développez pas les pays du tiers-monde, ils seront comme des cafards dans vos valises et ils vont inonder l'Europe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Cheikh Anta. Pour régler ce problème d'immigration, c'est très facile. Aujourd'hui, on nous parle de mondialisation. Et on va séparer les pays, les différents pays, les riches, les pauvres. Mais pour qu'à cela, autant supprimer la mondialisation. Et le dernier mot, je ne voulais pas commencer par des remerciements, je vous remercie beaucoup. Mais de faire un bel conseil pour moi, il ne faut pas que les politiciens ak li dal syndicalistes yi dal ñu. L'exemple est là, avec les élections, nous avons combien de partis? Plusieurs. Il ne faut pas que aussi ñu am ay ONG yoo xam ni
en plusieurs morceaux à bon entendeur. Salut, Balenmar. Nous donnons la parole à Monsieur Sagna. La présentation de Sadir s'est accentuée la plupart sur le niveau international. Mais il y a le fait que nous sommes un État souverain qui a ses frontières, qui les protège, qui a ratifié des instruments et qui est responsable. Actuellement, au Sénégal, nous avons ces réalités qui se présentent à nous. Nous avons une migration, nous avons certains discours qu'on commence à dérouler. Et ce que je dis, c'est juste un exemple terre à terre. Le Sénégalais ne fait pas de différence entre le peuple du Fouladou et le peuple du Fouta Jalon. Mais aussi, il ne faudrait pas oublier la migration africaine. Et dans ce cadre, la RADDHO a été l'une des toutes premières organisations à porter plainte contre la Zambie, contre le Congo, etc., pour avoir expulsé des ressortissants ouest-africains et sénégalais en violation de la Charte africaine des droits de l'homme. Donc il y a ce travail-là qui est très important et qui, je pense, aurait mérité qu'on en parle beaucoup. Et aussi, la RADDHO s'est beaucoup employée récemment à rétablir une injustice. Les mamans d'enfants dont le père est sénégalais n'étaient pas reconnus comme des Sénégalais. Moi, je voulais intervenir par rapport aux personnes déplacées internes. Je voudrais poser la question, est-ce que cette convention sur les personnes déplacées internes a été finalement signée par le Sénégal? Parce que sur mes dernières informations, le Sénégal ne l'avait pas n'avait pas signé. Qu'en est-il par rapport aux personnes déplacées internes? Et la convention de Kampala également, est-ce que tous les pays africains les ont signés? Parce que nous qui sommes dans le sud, nous sommes confrontés à ce problème de personnes déplacées internes. Vous pouvez avoir un groupe de personnes déplacées internes ici, un groupe de réfugiés ici, et on apporte de l'aide pour les réfugiés, mais les personnes déplacées internes ne peuvent pas en avoir, parce qu'il n'y a pas de convention relative à ces personnes-là. Vous voyez ce que cela fait? De quand en face, on aide les étrangers de Guinée, je donne un exemple, mais on n'aide pas les Sénégalais qui sont là, parce que tout simplement, il n'y a pas de convention qui les prend en charge. Je crois que c'est une question qui doit être réglée. Il y a également des Guinéens, lors de la guerre de Guinée-Bissau, des personnes qui se sont déplacées, il y a 40 ans, qui sont sur le territoire sénégalais. Le papa qui a quitté, le grand-père qui a quitté, ils n'ont pas de pièces d'état civil et pourtant ils vivent depuis 50 ans sur le territoire sénégalais. C'est des questions qu'on minimise mais qui à la longue s'agrandissent parce que les populations s'agrandissent et c'est des personnes qui sont là, qui vivent depuis 60 ans sur le territoire sénégalais mais ils n'ont pas de pièces d'état civil de là où ils viennent, ils ne peuvent pas l'avoir là où ils sont. La question d'apartheid va s'agrandir. Bon, moi je dirais que à partir de l'analyse qu'il a fait, je dirais que tout le problème pèse sur l'Afrique. Et c'est l'Afrique même qui est des fois stigmatisée. Mais je disais que un problème, il faut l'analyser à l'image d'un médecin qui soigne un patient. Et tout commence par un diagnostic. Et moi je dirais que souvent on propose 2 ordonnances. Il y a, comme il vient de le faire ici, citer un ensemble de conventions, de protocoles, de traités. Mais moi je dirais que ça ne règle pas le problème. Moi je dirais que ça c'est des calmants. Ouais, ça ne fait que calmer et c'est beau pour la forme. Mais je dirais que le principal problème, c'est l'employabilité des jeunes, c'est le chômage. Parce que toujours, quand on analyse les causes de l'immigration, toujours il y a un flux qui part des moins développés vers les plus développés. Et moi je dirais que le principal problème, c'est qu'il faut assurer une main-d'œuvre qualifiée. Parce que pour assurer une main-d'œuvre qualifiée, il faut assurer, ou bien il faut revoir notre système éducatif. Il faut adapter notre système à notre réalité. C'est seulement cela qui peut fixer. Mais à beau
émettre des lois, des accords, des mesures contraignantes. Ces jeunes-là, ils sont prêts à tout. Voilà. Bon, si je reviens sur certains concepts utilisés dans l'exposé, bon, souvent j'entends certains termes, comme je ne suis pas juriste, je voudrais plus d'éclaircissement sur ces concepts. Un protocole, un traité, une convention, un pacte. Voilà, merci beaucoup. Je remercie le secrétaire pour son brillant exposé, ainsi que tous ceux qui ont pris la parole ici. Je remercie également mon coordonnateur de mon observatoire, M. Gano, ici présent. Voilà, cela étant dit, donc je vais continuer déjà sur les propos de mon camarade. L'immigration aujourd'hui, quand on parle de l'immigration, je pense que c'est une question qui tient à cœur la RADDHO. Parce que depuis longtemps, la RADDHO a produit des manuels même sur l'immigration. C'est pourquoi je vais m'abstenir de revenir sur les définitions, les concepts et tout ça, parce qu'il y a une documentation de la RADDHO sur ça depuis longtemps. Si la RADDHO en parle aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'il y a un nouveau phénomène, et également il y a l'inflation et les conséquences désastreuses que l'immigration a causées ces derniers moments, surtout l'immigration clandestine. Maintenant, pour le thème, je pense que le secrétaire a été très généreux parce que le thème c'était sur l'immigration irrégulière en Afrique de l'Ouest. Mais de manière générale, je pense que c'est l'immigration de manière générale qui concerne l'immigration internationale, puisque souvent on a tendance à parler de l'immigration en utilisant la seule voie, c'est-à-dire l'immigration. Comme si c'était seulement nous qui partons. Et on laisse l'autre sens, c'est-à-dire également l'immigration, quand eux ils viennent chez nous. Donc l'autre voie on ne l'utilise pas beaucoup et tous les deux sont problématiques. Aujourd'hui, notre camarade l'a dit, le problème de l'employabilité des jeunes, qui font que donc aujourd'hui nos jeunes quittent pour aller vers l'Occident, vers les pays riches. Le constat est là, c'est très simple. Avec mon jeune âge, je suis constaté que à chaque fin de règne, ici, si nous prenons le cas du Sénégal, regardez bien, quand Wade était élu, le problème de l'immigration était à la baisse. Mais dès qu'il a été réélu, les jeunes, je pense qu'ils l'avaient élu et ils avaient une confiance en lui. Ils avaient également de l'espoir. Mais dès son deuxième mandat, si vous regardez 2007, après 2007, il y a donc l'inflation de l'immigration. En quelque sorte, si vous faites la corrélation, ça peut être une explication de désespoir d'un régime qu'on avait élu, qui portait l'espoir et qui a été réélu. Et les jeunes ne se voient plus dans ce régime. Qu'est-ce que, en tant qu'organisation, nous allons pouvoir faire pour faire avancer les choses? Quand je dis l'organisation doit s'imprégner des choses, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là qui ne sont... C'est pas bon de le dire. La migration clandestine n'existe pas. Quitter son pays et y revenir, c'est un droit de la personne humaine. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On a le droit de quitter son pays et d'aller où on veut et de revenir. Seulement, entrer dans un autre pays relève de règles qui ne dépendent pas de nous. Donc, le caractère régulier et irrégulier de la migration dépend des règles qui existent de l'autre côté. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, aucun ressortissant de l'Afrique de l'Ouest ne peut être irrégulier en Afrique de l'Ouest parce qu'il y a des règles de la CEDEAO qui gèrent l'entrée et le séjour dans les pays africains. Donc, c'est important que l'on ait ce genre de conversation pour s'entendre même sur les thèmes utilisés. Vous savez, l'État a utilisé dans le SILEC, le mot C du SILEC, c'est clandestine. On a contesté cela et maintenant eux-mêmes, ils sont gênés parce que le mot clandestin leur a été imposé par les Européens. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire sur ces questions et c'est important. Tout à l'heure, le secrétaire général a dit une chose, je pense qu'il faut nuancer. Il a dit que la migration relève d'une stratégie de survie. Non. Il l'a montré, la migration peut être une stratégie de contestation. Les dernières vagues de migration, si nous sommes tous ici, nous avons tous vécu, c'était lié à l'arrestation de Sonko, pas autre chose. Il a parlé du temps de Wade et autres. Mais la migration en tant que phénomène humain,
en tant que phénomène humain, il n'y a pas meilleure chose pour le monde. Quand on quitte, on va chez l'autre. Non seulement on apprend de l'autre, mais on apprend mieux sur soi-même que sur l'autre. Et quand on regarde le monde aujourd'hui, parmi les pays les plus développés, mais c'est des pays de migrants, les États-Unis, l'Australie, tout ça, ce sont les migrants qui l'ont créé. Cette idée que la migration, que nous toque sous nous c'est une fausse idée. Quand on va ailleurs, on est obligé d'aller chercher nos footballeurs ailleurs pour qu'ils viennent nous servir. S'ils n'étaient pas là-bas, on n'aurait pas eu les résultats qu'on a eus. Donc, c'est important que l'on sorte de notre tête des idées qui sont conçues ailleurs. Migrer, tu apprends beaucoup de choses ailleurs. Et puis, aujourd'hui, on parle même de soft power dans beaucoup de pays. Des pays comme la Turquie, comme le Maroc. Pourquoi ils sont aujourd'hui connus? C'est leur migrant qui leur a donné ce pouvoir-là. Parce qu'ils vivent à l'étranger, ils peuvent travailler pour leur propre pays, ils peuvent faire avancer les causes européennes. Donc demandons au Sénégal d'aller où ils veulent, pourvu qu'ils n'oublient pas que le Sénégal est un pays, qu'ils n'oublient pas qu'ils doivent servir leur pays. Donc il faut qu'on ait ce genre de conversation pour sortir ces choses-là de nos têtes. Alors, ce qu'il y a comme problème, parce qu'on ne peut pas tout dire ici, c'est qu'on est dans un pays qui a beaucoup de migrants, mais qui ne connaît même pas le nombre de ses concitoyens à l'étranger. Première anomalie. Pendant la période du Covid, on a su que dans 140 pays du monde, il y a des Sénégalais. Quand l'État a fait la demande là. Et on a cherché de voir comment on peut régler leurs problèmes. La carte diplomatique d'un pays repose sur la dispersion de ses citoyens dans le monde. C'est ça qui doit expliquer la carte diplomatique d'un pays. On ne peut pas avoir une ambassade au Jamaïque alors il n'y a pas de Sénégalais au Jamaïque. Ça ne sert à rien. Donc, travailler pour que l'on sache combien de Sénégalais sont à l'étranger, où ils sont, c'est vraiment une demande nationale et le RADDHO doit travailler là-dessus. Deuxième chose, on est l'un des rares pays d'Afrique, malgré le fait que l'Union africaine ait demandé aux pays africains d'avoir une politique nationale de migration, on n'en a pas. Tout ce qu'on fait, c'est de l'à peu près. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des étrangers qui viennent s'installer chez nous. Mais il n'y a aucune règle qui gouverne ça. Que des accords bilatéraux. Donc, on a besoin de politique nationale et la RADDHO doit travailler pour qu'on ait une politique nationale. La migration, beaucoup de gens pensent que la migration, c'est surtout à l'étranger. Non. Les Sénégalais migrent à l'intérieur de leur pays. Pendant la période, peut-être que beaucoup d'entre vous, beaucoup de participants ici étaient très jeunes, on a eu les sécheresses des années 70 qui ont fait migrer beaucoup de Sénégalais dans les villes. Mais qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé à l'intérieur de grandes villes des places où il n'y avait qu'une seule communauté. Si vous allez à Guédiawaye, il y a des parties de Guédiawaye, il n'y a que des Toucouleurs. Vous allez à Grand Yoff et des trucs. C'est pas bon pour un pays, ces choses-là. Il faut que, pour qu'une nation se développe, il faut que les gens soient tous ensemble. On doit travailler pour que, dans la migration à l'intérieur du pays, qu'il y ait un système d'aménagement du territoire qui permette aux gens de pouvoir vivre ensemble. Et c'est ça qui développe le vouloir vivre ensemble. Tu vois, tout ça, ça doit se faire. Actuellement, on a 6 universités. Je prends juste quelques exemples. 6 universités. On a des étudiants qui quittent le Fouladou, qui vont à Saint-Louis. Mais qui les accueille? Comment sont-ils accueillis s'ils n'ont pas de place dans les campus universitaires, qui n'ont pratiquement pas de chambre? Tout ça, c'est la migration interne. On doit travailler là-dessus. On doit aussi accueillir des étrangers. Depuis que les Français ont fermé leurs portes, beaucoup d'Africains viennent s'installer ici au Sénégal. Mais il faut que les gens apprennent à vivre ensemble. D'après les ministères de l'enseignement supérieur, il y a 243 institutions d'enseignement supérieur au Sénégal. Ça doit nous enseigner. Et nous, en tant qu'organisation qui a une vocation africaine, on doit travailler pour que les gens vivent en communion avec les citoyens. Voilà des choses sur lesquelles nous devons, en tant qu'organisation, travailler. Mes collègues qui sont ici de Kédougou, ils savent de quoi je parle. Kédougou est une forte concentration d'Africains dans une partie du Sénégal.
qui organisent leur séjour, comment c'est organisé? Absolument rien n'est fait. En tout cas, les autorités font de l'à peu près. Comment, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, on peut travailler pour arriver à faire cela? Ça, c'est aussi un point. Dernier point que je soulignerai, Monsieur le Président, parce que vous n'avez pas beaucoup insisté là-dessus, c'est le fait que l'Occident veut nous imposer où on doit aller et où on ne doit pas aller. Ça, c'est un grand problème. Il a parlé de Frontex, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que Frontex impose à nos États. À l'heure actuelle, on est en train de, comment dirais-je encore, de régler les problèmes d'état civil, mais c'est pratiquement des sociétés européennes qui viennent ici pour numériser nos systèmes d'état civil parce qu'ils veulent savoir qui sont les Sénégalais et quand ils iront en Europe pour les contrôler. Qu'est-ce que nous faisons là-dessus? Rien. Il faut que, entre ça je dis à ceux qui vont gérer à partir de demain la RADDHO, ceux qui vont continuer, que ces questions-là, qu'on le prenne à bras le corps. On est en train de parler d'indépendance, de trucs. C'est ici que ça doit commencer. Comment se fait-il que ceux qui nous ont colonisés, quand ils venaient nous chercher pour nous amener en Amérique, ont-ils demandé notre point de vue? Et aujourd'hui, ils veulent nous imposer de rester en Afrique parce qu'eux, ils ne veulent pas qu'on aille où on veut. Ça, ce n'est plus possible. Mais il faut qu'on élève la voix. Il faut qu'on se fasse entendre de nos députés, qu'on se fasse entendre de nos dirigeants. C'est ça, c'est pourquoi je pense que ce genre de débat-là est important. Merci. Je vais emboîter seulement le pas à Pape Kane, dire qu'il faut des recommandations fortes. Nous avons enquêté, ça, si je dis nous avons enquêté, c'est le réseau des journalistes du Pont Verlon. De janvier à septembre 2023, il y a eu 2773 jeunes qui ont perdu la vie en Afrique de l'Ouest. C'est des drames sociaux. On ne peut pas mesurer l'ampleur. Et là, on attend peut-être que la RADDHO, comme l'a dit aussi Kane, de former aussi en dehors des membres de ces observatoires, mais aussi les journalistes pour pouvoir parler de la question migratoire. Les gens se focalisent souvent en parlant d'immigration clandestine ou d'immigration irrégulière. L'autre drame, c'est les veuves et leurs enfants. À Diourbel, nous avons fait une étude qu'on a même transmise au secrétaire général sur le drame de ces veuves dont les maris sont décédés. Les enfants ne peuvent même pas disposer d'extrait de naissance. Et les femmes peinent à même percevoir les pensions. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Ces femmes s'adonnent souvent à la prostitution. Je pense que, en dehors du fait que, comme l'a dit Correa, la RADDHO a beaucoup fait, mais la RADDHO, on en a besoin encore plus sur cette question. Et ce n'est pas seulement des jeunes. Hein. Nous avons même eu des policiers qui sont partis, des sapeurs-pompiers. Vous les retrouvez dans tous les segments. Donc la migration, ce n'est plus un phénomène de personnes sans emploi, mais vous les comptez partout. Merci. À la suite des différentes interventions, vraiment le diagnostic a été extrêmement bien posé. Et moi, je voudrais surtout réagir en termes de recommandations. Bon, c'est vrai que beaucoup d'aspects de mon intervention ont été pris en charge par Pape Ibrahima Kane, mais quand même, je vais le résumer en termes de recommandations, parce que je crois que c'est ça qui est surtout important pour cet atelier. Au sortir de cet atelier, que l'on puisse quand même avoir un certain nombre de recommandations à faire à l'endroit des autorités. Bon, à l'endroit des autorités sénégalaises, je crois que Pape Ibrahima l'a dit, bon, il a assez bien développé, mais moi, en tout cas, la recommandation que je voulais formuler, c'est que la RADDHO doit demander à l'État du Sénégal de mettre en place une lettre sectorielle de politique migratoire. Il faut de façon explicite une politique migratoire au Sénégal. Donc, une loi qui définit la politique migratoire au Sénégal. Je crois que ce n'est pas la peine de développer, il a fait tout le développement, mais je l'avais noté, je crois que je vais insister là-dessus. Bon, l'autre aspect, à l'endroit des autorités, je pense qu'il faut aller dans le sens de demander une certaine réciprocité dans le traitement des demandes de visa.
Parce que quand même, c'est hallucinant de voir que pour un Africain, pour aller dans l'Union européenne, c'est comme si on te demandait même de démontrer que tu es une personne. Alors que, bon, c'est avec une facilité déroutante que les ressortissants de l'Union européenne peuvent se lever le matin, prendre leur passeport et venir voyager librement dans nos États. Donc, quelque part, je me demande, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que la RADDHO, des organisations de la société civile, demandent à ce que, pour le respect de la dignité des Africains, que nos États appliquent la réciprocité en matière de traitement de visa. Alors, donc ça, c'est à l'endroit des États. Maintenant, à l'endroit de la RADDHO, je crois que ça a été dit, je ne sais pas par quelqu'un, je crois que c'est important que l'on aille vers, j'allais dire, l'étude du phénomène migratoire. Ça n'est pas seulement du point de vue des mécanismes juridiques, des instruments juridiques comme le secrétaire général l'a rappelé, mais de faire vraiment un diagnostic en profondeur de la question migratoire pour voir qui migre, où et pourquoi. Parce que le problème est beaucoup plus complexe qu'une question d'employabilité. Peut-être il y a la dimension emploi, mais tout dernièrement, on voit qu'il y a des gens, moi j'ai vu ça à Mboro, pour qu'il y ait une zone de pêche, mais il y a des gens qui ont vendu leur pirogue pour aller à l'aventure. Il y a des gens extrêmement, j'allais dire, friqués, qui ont des moyens financiers, mais qui ont utilisé pratiquement toute leur économie, qui ont vendu même leur maison pour s'embarquer vers le Nicaragua et je ne sais quoi encore. Donc je crois que c'est au-delà même de la question peut-être de l'employabilité, etc., de la formation. En tout cas, moi je pense que la RADDHO devrait peut-être faire une étude diagnostique du phénomène migratoire, en profondeur, pour voir les causes de départ et tout cela, pour pouvoir mieux faire des recommandations. Et ensuite, je termine juste sur une recommandation que nous devons faire à l'endroit de l'Union européenne et des ambassades. Parce que aussi, je crois, Pape l'a amplement développé, mais quand on va dans ces ambassades pour demander un visa, bon, ça dit, il y a une première violation. Ils prennent votre passeport, ils le gardent pendant une durée éternellement longue, mais ensuite, ils ne vous donnent aucune justification. On peut même vous refuser le visa sans aucune explication. Voilà. Et c'est une violation extrêmement grave. Et je crois que la recommandation, c'est que, à l'endroit de l'Union européenne et des ambassades, que les gens respectent la dignité des Africains, que les montants qui sont demandés, ces montants puissent même peut-être être allégés. En tout cas, c'est trop. Les gens, ils demandent des montants exorbitants et ensuite, bon, les gens n'ont aucune explication sur le refus du visa. Voilà, je vous remercie. Ma présentation faisait 25 pages, donc je n'ai pas tout lu. Comme on voulait introduire un débat, susciter le débat, donc on n'a pas pu s'appesantir sur certaines questions. Donc c'est ça. Mais je remercie ceux qui ont pris la parole, comme Babacar Mbaye, qui a donné des conseils sages. Suleiman aussi il a parlé, il a bien parlé. Je pense qu'on a omis au début de rendre hommage à nos illustres disparus. Et il n'est jamais trop tard pour le faire. Moi, je propose qu'on puisse le faire avant de lever cette séance, parce qu'on a quand même des gens à qui on a le devoir de rendre hommage. Des gens qui étaient là avec nous, qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied, et même qui sont, comme on dit, ils sont tombés les armes à la main, à la RADDHO. Par rapport à M. Sagna, oui, c'était par rapport à l'hommage qu'on devait faire à nos chers disparus. Mais il a émis aussi une interpellation par rapport à nos réalités ici au Sénégal sur la migration. Car cela nous concerne également. On a tantôt parlé de la migration à l'Afrique de l'Ouest, mais en ne mettant pas l'accent sur notre cher Sénégal qui en souffre actuellement. Merci. C'est sur ça que j'allais revenir, parce qu'effectivement, il y a une migration interne et Pape Kane est revenu là-dessus. Parce que la migration est un phénomène vaste. Il y a la migration internationale, mais il y a la migration au niveau national. Et je parlais même au début de ma présentation de l'exode rural des années 70. Pour être considéré comme, effectivement, précurseur à la migration. Parce que les gens qui quittaient la campagne pour venir s'établir en ville. Donc, en plus de ça, maintenant, il y a la migration saisonnière. On connaît vraiment le phénomène de transhumance, même à l'intérieur de nos frontières, mais également avec nos pays voisins. Tout le monde connaît le phénomène de transhumance. Ça, c'est une forme de migration. Il y a maintenant la migration sud-sud.
Donc on dit que la migration vers l'Europe ne représente que un faible pourcentage, 10% de la migration totale. La plupart des migrants africains, ils vont vers des pays africains. Et on a même parlé des affres qu'ils subissent parfois dans les propres pays africains. C'est pour ça que la question des visas devient importante. Mais ce n'est pas seulement les visas entre l'Afrique et l'Europe. Il y a les visas entre pays africains. Et si vous voyez que récemment, le Rwanda s'est proposé de supprimer carrément les visas pour tous les Africains. Alors, on est en Afrique, mais pour se déplacer à l'intérieur de l'Afrique même, c'est un problème. Encore moins pour aller en Europe. Donc, il faudrait faire aussi cette recommandation pour que les Africains aussi suppriment les visas pour les autres Africains. Je ne comprends pas que le Sénégalais puisse galérer pour entrer au Kenya ou bien dans des pays comme ça. Un Nigérian pour avoir des difficultés pour aller en Afrique du Sud. Donc c'est par là qu'il faut commencer et ça c'est un chantier aussi que nous devons explorer. Dieu Sow, vraiment merci de votre intervention. La convention de Kampala n'est pas encore très bien, en tout cas vulgarisée et même pas très bien signée et ratifiée. Il n'y a que quelques pays qui l'ont ratifié, le Sénégal n'en fait pas partie. Et si je ne m'abuse, je pense que c'est... ils ont signé en 2011, mais ils n'ont pas ratifié. Donc les pays qui ont ratifié, c'est peut-être 5 pays seulement. C'est 40 ratifiés. Ils ont ratifié, mais le Sénégal ne l'a pas ratifié. Donc ça aussi c'est un travail que nous pouvons faire, en tout cas en tant que RADDHO, pour faire le plaidoyer, parce qu'on l'a fait aussi pour les autres conventions, pour que l'État ratifie. Parce que comme vous l'avez dit, si on ne dispose pas d'un instrument qui encadre les personnes déplacées, il est difficile aussi en cas de protection de se baser sur un cadre légal pour pouvoir assurer leur protection d'égale dignité que les réfugiés. Parce qu'il y a une convention sur les droits des réfugiés qu'on peut utiliser effectivement en cas de protection et d'assistance destinée aux réfugiés. C'est pour ça que souvent, même l'assistance destinée aux réfugiés, on recommande que l'assistance des réfugiés soit accompagnée par l'assistance des communautés d'accueil. Pour ne pas créer cette disparité, parce que souvent, il y a des communautés d'accueil qui reçoivent les réfugiés, alors que la communauté internationale, l'assistance internationale est uniquement destinée aux réfugiés. C'est pour ça qu'en plus, de plus en plus, le HCR intègre dans leur action, effectivement, les communautés locales, mais les personnes déplacées ne sont pas suffisamment protégées dans ce domaine-là. Ibrahima, je pense que vous avez bien développé la migration clandestine. Ce sont des termes, effectivement, qu'il faut éviter d'utiliser dans nos discours. Si j'en ai parlé, c'est que j'ai repris des personnes qui en ont parlé comme migration clandestine. Mais en Afrique, effectivement, nous, on ne peut pas promouvoir, en tout cas, la migration clandestine. Donc, l'utilisation des termes même doivent être revus et parler de migration irrégulière à la place de migration clandestine. Parce que c'est les Européens qui essaient de véhiculer effectivement cette conception de la migration. Le droit de quitter son pays et de s'établir dans d'autres pays est un droit humain qui est reconnu par les instruments internationaux. Maintenant, chaque pays a ses règles ces règles qui établissent vraiment l'entrée et l'établissement dans son pays, le fait de respecter ces règles et de ne pas les respecter, qui consiste à la régularité ou l'irrégularité de la migration. Maintenant, les causes, je n'ai pas voulu aller trop en profondeur. Il y a, comme l'ont dit certains, je pense que Correa a beaucoup parlé, effectivement, il a parlé de l'accompagnement des jeunes, l'employabilité. Parce qu'il y a l'employabilité et la formation des jeunes. On peut avoir des diplômes et ne pas être capable aussi
d'être employé ou bien de servir. Donc, il faut travailler dans l'employabilité, réduire le chômage, parce qu'il y a une corrélation aussi entre le chômage et les phénomènes de migration depuis quelque temps, même si cela, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence, comme l'ont dit certains. Non, la migration aussi, comme la dernière vague de migration, comme réaction à l'arrestation d'Ousmane Sonko, ça je laisse ça à Ibrahim Khan, c'est sa conception, mais je ne peux pas aussi m'hasarder pour dire que c'est ça. Parce que sinon, demain, si Ousmane Sonko est libéré, au risque de voir encore les jeunes arrêter dans les bateaux. Donc c'est un phénomène qui mérite d'être étudié. Je pense que le dernier intervenant, Khafor, en a parlé. Ce n'est pas suffisamment étudié et nous recommandons qu'il y ait une étude, un diagnostic vraiment complet pour pouvoir en déterminer les causes, les conséquences, les caractéristiques des migrants. Toujours, on a besoin de réactualiser les études qui existent dans ce domaine. Mais c'est très aussi hasardeux de dire que c'est lié à telle activité politique ou non, je ne pense pas. En tout cas, à mon avis, ce n'est pas mon avis. Ça, je ne peux pas. Maintenant, les autres, qu'est-ce que la RADDHO peut faire? Je pense que Ibrahim Khan en a donné beaucoup. On peut faire beaucoup dans le domaine du plaidoyer pour qu'on ait une politique migratoire. Le Sénégal n'en a pas encore. Ça, c'est un plaidoyer que les organisations aussi qui travaillent sur les migrants sont en train de faire depuis plus de 10 ans. Hein. Mais on peut renforcer ce plaidoyer. On peut faire un plaidoyer aussi pour que la carte diplomatique, on puisse connaître les Sénégalais qui existent et vivent ailleurs. Il faut noter aussi que le Sénégal est un pays de départ, mais c'est également un pays de transit et d'accueil. On accueille des étrangers parmi nous. Il faudrait aussi encadrer leur séjour. Le Frontex, c'est vraiment la mer à boire. Parce que l'Union européenne dépense des milliards de dollars dans le cadre du Frontex. Alors que ces milliards de dollars pourraient servir même à accompagner nos États, accompagner les jeunes dans les pays de départ. Mais ce n'est pas leur cas. Leur option, c'est la militarisation de contrôle des frontières. Et ça également, on peut faire beaucoup de choses. On peut surveiller l'intervention des gardes frontalières, etc. L'entrée dans les frontières, le travail du Frontex, la surveillance électronique. Mais ce n'est pas seulement ça. Ils interviennent en haute mer, souvent en menant aussi des activités qui peuvent être des activités qui violent vraiment la dignité même des personnes qui sont en train de... soit des pêcheurs ou bien même des gens qui voyagent en bateau. Malik, merci des informations aussi. La formation des journalistes aussi doit faire partie de ce que la RADDHO peut faire. Former les journalistes, parce qu'on a parlé ici de langage qu'on doit utiliser, les stéréotypes qu'il faut éviter, etc. Et aussi le contenu de la migration, les politiques migratoires. Je pense que tout ça mérite d'être abordé par la RADDHO. Ça constitue effectivement un chantier qui est là, énorme, pour vous dire que la migration, c'est un tout. C'est un tout. Il y a la migration interne, il y a l'intervention des pays européens, l'externalisation des frontières. Mais même au niveau interne, on a beaucoup de choses à faire aussi entre les communautés qui bougent, la stigmatisation de certaines communautés qui viennent en ville ou bien dans les centres urbains, etc. Tout ça, c'est un travail que nous pouvons faire. Et il faut aussi l'étude diagnostique, vraiment aussi, on en a parlé. Hein, je pense que ça, c'est la première chose à faire. À mon avis, il faut une étude pour mieux comprendre le phénomène, réactualiser les données qui existent. Parce que ce sont des données qui méritent d'être actualisées. Parce qu'il y a récemment, le phénomène qu'on voit actuellement, on ne le voyait pas. J'ai entendu même des taximans qui ont vendu leurs taxis, qui avaient leur propriété, des taxis qui ont vendu pour aller au Nicaragua. Des gens qui ont vendu leur bateau pour aller au Nicaragua. Donc ce n'est plus la pauvreté, mais c'est peut-être le désespoir, quelqu'un l'a dit ici. Je pense que c'est Correa. Le désespoir aussi peut pousser les gens à même vendre leur maison pour aller ailleurs. Donc, le désespoir, qu'est-ce qui crée ce désespoir?
Je pense qu'Orea a fait une bonne corrélation. Il dit que lors des deuxièmes mandats, toujours avec Abdoulaye Wade, avec Macky Sall, donc on attend beaucoup des politiques publiques. Si les politiques publiques échouent, souvent c'est le cas, ça crée beaucoup de désespoir. Y a-t-il des réactions par rapport à la première synthèse du secrétaire général? C'est bon. Donc on ouvre une deuxième liste. Voilà. Pour la deuxième liste, on a M. Pape Amadou Diop. Il n'y a pas une bonne politique migratoire. Autrement dit, ça dit ce n'est pas érigé en objectif. Si les Nations Unies, à moins que je ne me trompe, au niveau de leur ODD, ne l'ont pas pris pour objectif, à moins que ça soit fait cette année-ci. Si les Nations Unies ne l'ont pas pris pour objectif, que peuvent faire les États comme le Sénégal? Ça, c'est une grande question. Et vous, qui avez peut-être, qui avez la chance peut-être d'y siéger, ça serait bien à ce que les Nations Unies puissent aussi prendre ce problème-là à bras le corps. Maintenant, l'autre chose, je pense que la société civile, autrement dit, les organisations de défense des droits de l'homme, vous m'excuserez du terme, et je vais le dire, ont lâché un peu la population, la jeunesse. Je m'explique. Vous n'avez pas vu depuis quelque temps un nombre exponentiel de jeunes activistes. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce qu'il y avait un vide. Ils ne se sentent plus protégés. Les organisations de défense des droits de l'homme qui sont là, c'est-à-dire, premier, c'est-à-dire un mauvais angle d'attaque par rapport à la situation de la jeunesse en tant que telle. Ce qui fait qu'ils n'ont pas eu confiance à ces organisations-là, raison pour laquelle ils ont voulu prendre leur combat pour eux-mêmes. Maintenant, l'autre chose, je pense que la société civile, c'est pour des recommandations, devrait revoir sa méthode d'agir quant à ces questions-là. Là où nous avons faussé le combat, c'est dès le début. Nous avons laissé des accords proliférer. Nous avons laissé nos frontières être bafouées. Nous avons laissé nos États signer des accords de pêche, des accords avec l'industrie extractive, etc., etc. Sans pour autant tenir en compte les conséquences que cela pourrait avoir au sein de la population. Je donne un exemple patent par rapport au niveau des mines. Vous l'avez dit, pourquoi Kédougou est devenu aujourd'hui une forme de melting pot? Il y a tellement d'étrangers à Kédougou qui bénéficient beaucoup plus de ces revenus-là que des Sénégalais. Pourquoi? C'est une question qu'on doit se poser. Là est la grande question. Les organisations de défense des droits de l'homme devraient s'unir pour que l'État puisse revoir les accords qu'il a déjà signés avec les pays occidentaux. L'autre chose aussi, nous disons organisation de défense des droits de l'homme, c'est juste pour revenir sur ce que le SG a dit par rapport à l'autre forme, c'est l'autre cause, telle que les phénomènes climatiques, avec le réchauffement climatique. Il y a les 18 îles qui sont déjà là, qui ont des problèmes, et nous ne disons rien. L'île de Baoud va bientôt disparaître. Vélingara, il ne reste plus que 4 maisons. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que l'État a fait quelque chose pour eux? Nous devons nous dresser en de vrais défenseurs de droits, demander à l'État de protéger ces gens-là. Là, c'est pour parler de migration interne. Ces îles-là vont bientôt disparaître et ces gens-là vont revenir en terre ferme et ils n'auront plus la possibilité. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de ne faire que la pêche et l'agriculture. Ils n'ont plus la possibilité de la faire. Ils vont s'adonner à l'immigration. La dernière chose, c'est le rôle qu'a joué les journalistes pour que ce phénomène-là puisse proliférer. Gis nga Sénégal comme Rido Maïga, les journalistes le plus souvent donnent l'information aux jeunes. Si les jeunes ne savent pas comment faire pour aller au Nicaragua, ils ne vont jamais le faire. Mais malheureusement, en informant les gens, ils donnent des astuces aux jeunes. Donc, raison pour laquelle il faudra revoir peut-être le format d'information que vous avez. Voilà ce que je voulais amener comme éclaircissement. Il y a aussi un autre problème comme conséquence négative. La migration peut causer le dépeuplement des régions entières avec une perte manifeste de bien-être chez les migrants. L'exode de la main-d'œuvre qui provient des régions de migration, de leurs membres les plus qualifiés et les plus dynamiques, mais aussi et surtout les cas de noyade que l'on rencontre souvent dans les mers. Donc,
y a aussi un autre aspect de la migration qui est la migration des travailleurs saisonniers et qui est un phénomène très ancien dans les pays sahéliens. Et ceci était une réponse, selon moi, aux crises agricoles causées par les sécheresses récurrentes. Et ça contribue aussi à la diversification des stratégies de subsistance et qui devient une dimension importante du bricolage adaptatif des pays populations du Sahel. Mais il faut aussi souligner que la mobilité des jeunes permet aux communautés et aux familles de diminuer leur vulnérabilité économique. C'est pourquoi souvent certaines familles offrent des possibilités à leurs enfants de quitter le pays parce que souvent en retour, ça peut permettre de lutter contre la vulnérabilité économique. Pour ce qui est des recommandations, nous attendons donc de l'organisation qu'elle fasse de fortes recommandations à nos dirigeants pour venir à bout de ce fléau et la mise en place d'une politique migratoire cohérente adoptée aux besoins des Sénégalais. Je vous remercie. J'aimerais avoir un éclairage sur la montée du nationalisme en Europe aujourd'hui et quel impact peut-il avoir sur la migration. Bien, je sais que cette question a secoué un peu le cocotier au niveau du gouvernement français qui a conduit à la démission de Elisabeth Borne et à la nomination de Gabriel Attal, qui est un homosexuel notoire. Il l'affiche. Et bon, si on sait que certains clandestins disent avoir été persécutés dans leur pays parce qu'ils étaient homosexuels, est-ce que ceci ne va pas permettre à M. Attal de les influencer à être des homosexuels en leur donnant des permis de séjour ou bien, je ne sais pas, les demandeurs d'asile. Bien. Et bon, ceci étant, et ça a même changé la destination des migrants maintenant. Au lieu d'aller en Europe où les portes sont fermées, ils vont en Amérique latine d'abord, surtout l'exemple du Nicaragua est là, pour pouvoir avoir accès aux États-Unis, qui selon eux, c'est l'Eldorado. Bien, j'aimerais aussi parler de... Vous avez tenté de faire une genèse de la migration, mais je pense que le système de corvée qui avait été introduit par le colonisateur, selon au gré de ses intérêts. Ici au Sénégal, avec la monoculture commerciale de l'arachide, il y a beaucoup de personnes déplacées, surtout les gens du Burkina Faso là, qui étaient des bras forts pour pouvoir cultiver l'arachide ici au Sénégal. Bien. C'était ça mon intervention. Je ne vais pas reprendre ce que les autres ont dit. Mais je pense que par rapport à l'immigration, d'abord, nous remarquons que le droit international ne protège pas suffisamment les immigrés, surtout les Africains. Donc, l'effort devait être fait à notre niveau. Par exemple, pour permettre aux jeunes de l'Afrique de profiter de la mondialisation, il était question d'avoir quand même, de se rencontrer et de revoir des conventions et certaines choses qu'on a ratifiées au niveau international pour que quand même nous soyons au même niveau. Le problème, en ce qui concerne, j'ai tout de suite entendu parler de l'employabilité. L'État du Sénégal a beaucoup parlé de l'employabilité par l'entremise du ministère de la formation professionnelle, technique et de l'insertion. Mais il ne suffit pas de parler de l'employabilité, de parler de création d'emplois seulement pour dire que, pour donner des chiffres, j'ai employé tel nombre et tel pourcentage. Je pense que ce qui est important, il faut trouver des solutions. Il ne suffit pas de faire des analyses et proposer des solutions très fortes et toutes faites, et que ces solutions ne pas proposer des solutions qui ne sont pas pertinentes. On a beaucoup parlé de l'employabilité, comme je viens de le dire. C'est pourquoi d'ailleurs, on a laissé le PPO dans la formation professionnelle
pour parler de l'APC, l'approche par les compétences, qui a pour slogan un pas à l'école, dans l'établissement, un pied dans l'établissement, un pas vers l'entreprise. C'est pour éviter ce que monsieur disait tout de suite, avoir un ingénieur en électricité qui n'a pas l'ingéniosité de faire une installation électrique. C'est pour éviter ça. Donc, on est en entreprise et on est dans l'établissement. C'est pour l'éviter. Cependant, cette employabilité, même si ça existe, je pense que ce qui est plus important, c'est que les salaires, si les jeunes travaillent et que les salaires ne suffisent pas, ça ne règle pas le problème. Donc, comme solution, je voudrais quand même qu'on insiste sur la création d'emplois décents. En dehors de ça également, j'ai vu, on ne l'a pas énuméré je pense, il y a beaucoup d'immigrés qui souhaiteraient s'investir au niveau de leur pays, créer des emplois, ouvrir des industries, mais ils sont confrontés à des problèmes de formalisation. Les impôts, les taxes sont très élevés et finalement ils renoncent. Pourtant, ça pouvait être un début de solution qui permettrait aux autres quand même de trouver un travail décent au lieu de permettre aux Européens et d'autres personnes d'investir au pays, leur faciliter l'investissement et quand même rendre difficile l'installation des immigrés. Ce que je propose ici, c'est quoi? J'aimerais bien, après analyse, que l'on puisse quand même s'appuyer sur les 3 A. Analyser, après diagnostic, analyser pour des solutions, passer aux actions pour que nos attentes se réalisent. Je vous remercie. Alors donc, je voudrais insister sur d'abord le système éducatif que nous avons. Il l'a dit, le camarade, c'est un système éducatif qui est en adéquation, même en inadéquation avec la loi d'orientation même. Parce que la loi d'orientation stipule qu'on doit former des Sénégalais qui doivent se servir des 10 doigts. Mais malheureusement, il a insisté sur ça. Nous avons des Sénégalais qui ne peuvent pas faire beaucoup de choses sur les 10 doigts. Mais aussi le système colonial auquel nous avons reçu. La bureaucratie des gens. On n'est pas entrepreneur. Les Sénégalais ne sont pas entrepreneurs. Chacun veut travailler dans un bureau. On a réformé le système universitaire pour dire des formations courtes débouchant vers les marchés de l'emploi. Mais ils sont nombreux aujourd'hui des jeunes qui ont des licences professionnelles qui ne peuvent rien faire. Je l'avais dit, l'ADER devait être une solution. On a distribué de l'argent, c'était politique. Alors qu'il y a des jeunes qui sont sortis des écoles qui ont des diplômes en gestion des entreprises. Mais ces jeunes-là, ça devait créer de l'emploi. Les GIE devaient utiliser ces jeunes-là pour avancer. Mais on a distribué de l'argent pour quelqu'un qui ne sait pas faire un projet, mais il pense que 5 millions c'est beaucoup. Ils ont tous échoué. Parce qu'il n'y a pas un technicien qui devait les accompagner. C'est un véritable problème que aujourd'hui nous pensons que nous devrions prendre en charge. Mais il y a aussi l'insécurité. L'insécurité va créer aussi l'immigration. Quand les gens ne sont pas en sécurité, ils sont obligés de se mouvoir vers les zones où ils pensent qu'ils peuvent trouver mieux. La démocratie. Aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est à cause du manque de démocratie qu'ils sont partis. Quelqu'un l'a dit ici, des gens qui ont déjà de l'emploi, s'ils s'en vont, c'est parce que certainement ils n'ont pas pu exprimer le droit correctement, sans être inquiétés. S'ils pensent qu'en exprimant correctement mes pensées, je ne peux pas vivre librement, ils sont obligés de s'expatrier. La démocratie, aujourd'hui, tous les pays africains souffrent des questions de mandat. Secrétaire général, vous avez campé le débat. Vous avez parlé correctement de l'écosystème de la migration. Ça, à n'en pas douter, tu as fait le tour de ce qu'il faut comprendre sur la migration. En partant effectivement du caractère lexical. Migration intègre et l'immigration et l'immigration. Nous sommes en train de travailler là-dessus depuis au moins 2 ans, par des sorties à l'intérieur du Sénégal, au moins à ce qui nous concerne. Et je vois que la RADDHO a franchi les frontières
pour aller voir ce qui se passe ailleurs et même faire des interventions internationales. C'est formidable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce phénomène-là doit être étudié au fond. Il a dit, c'est insuffisamment exploité. Il nous faudra tous ensemble, les défenseurs des droits humains, se mettre ensemble et aller dans le sens du respect des droits humains en ce qui concerne la migration. Ce qu'on fait, nous, c'est, dans un premier temps, faire notre diagnostic territorial. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Pourquoi Voilà, c'est la question qu'on s'est posée. Pourquoi ce phénomène? Et on a fait le tour du Sénégal. Pour l'instant, on n'a pas encore terminé, mais on a fait au moins le centre, le sud. On va aller carrément au sud, carrément, et à l'est, dans les foyers d'immigration, là où les gens partent. On a démarré ici, à Mbour, pour voir ce qui se passe. Ici, dans cette salle, on a fait une discussion sur l'immigration avec les jeunes, les élus locaux, en présence du préfet. On a pris aussi un juge pour expliquer. Et on a essayé de cerner les causes. Et on s'est rendu compte que les causes sont assez vastes. Ça part des questions familiales, des questions sociales, économiques, politiques, climatiques, pour expliquer, justifier pourquoi les jeunes partent. C'est eux qui l'ont dit eux-mêmes. On a procédé comme l'a fait M. Zouanke, laisser les gens s'expliquer eux-mêmes ce qu'ils entendent par parti politique. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils entendent par immigration et pourquoi? Et ils ont expliqué. Et ces causes-là, on les a sériées comme ça. Sociales, familiales, économiques, politiques, climatiques. Toutes ces causes-là ont fait que les jeunes, tu vois, un gars qui a 5 millions et qui veut partir. Alors que 5 millions, on peut travailler. On peut trouver une solution à son problème de revenus. Pourquoi prendre 7 millions et mettre sur la route dans l'aventure jusqu'au Nicaragua pour aller aux États-Unis? Pour chercher quoi? J'ai un ami avec qui j'ai étudié. Il a fait sa licence, il est parti aux États-Unis. Parce que c'est un petit-fils de cheikh. Et il a rencontré les talibés à son... Parce que c'est un petit-fils de cheikh. Voilà. Il a rencontré les talibés de son père aux États-Unis, qui l'ont hébergé, il est en train de faire son master. Mais un beau jour, tous ces gens-là sont réunis une fois. Et ils lui ont dit, mais Senbi, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Pour étudier. Étudier pourquoi? Faire quoi? Pour gagner de l'argent. Mais voilà, on va gagner de l'argent. Laisse-nous un mois et on va voir comment on va gagner l'argent. En un mois, il a fait $2000. Il me dit, mais monsieur, il me dit, mais Senbi, arrête de faire cette histoire d'études-là. Tu as gagné $2000 en 2 mois, en un mois. Mais continue à gagner de l'argent, c'est terminé. Et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. Il est entré dans l'or, dans le truc, il est en Afrique du Sud. C'est exactement les questions que sont posées les immigrés. Gagner de l'argent. Tu as 7 millions, et tu veux gagner de l'argent, et tu as 7 millions de dépenses sur la voie de l'aventure. Comment expliquer ça? Voilà ce qui se passe. J'en ai pas encore terminé. C'est pour les solutions préconisées. Oui, les briques sont préconisées. On a parlé des fonds au Sénégal. Le Sénégal essaie. Tous les fonds qu'on a mis en place, Réindaouni, DER, pourquoi ça ne marche pas? C'est le diagnostic qu'il faut faire aussi. Pour voir comment ça marche et proposer, comme l'a fait nos professeurs là, des propositions alternatives. Merci beaucoup. Si vous voyez certaines personnes privilégiées ou même vulnérables s'arrangent à vendre leur maison et tout pour aller en Europe, parfois c'est simplement pour régler un problème de santé. Et les gens ne mettent pas l'accent dessus. Je pense qu'on doit faire un plaidoyer encore davantage pour la santé au Sénégal. Lorsque la santé sera développée à la hauteur de l'Europe, je pense que ce sera un point de moins sur le pourcentage de l'immigration. Merci. Le sujet est passionnant. On pourrait se dire ici, jusqu'à parler de la migration, on ne l'aura pas fini. Mais de toute façon, toutes les recommandations sont pertinentes. Elles ont été faites à partir depuis Amadou. Pape Amadou qui a parlé de revoir les accords qu'on signe avec, même les accords de pêche et tout ça, interviennent. On a parlé également la migration saisonnière, la mobilité des jeunes, etc. On a DER, on a Khayundaoui, on a beaucoup d'autres choses. Hein. Et quelqu'un me disait, le meilleur programme de l'État, c'est le programme qui a été le plus sabordé. C'est celui que Mbaïna gérait là, les DAC. C'était le type de programme qu'il faut, à mon avis, pour fixer les jeunes. Mais malheureusement, vous voyez comment cela a fini. Hein? Voilà.
Vous allez au niveau des DAC, vous voyez là-bas les ânes qui traînent, etc. Alors que ça devait être des domaines agricoles qui peuvent employer des milliers et des milliers de jeunes. Parce qu'on dit que par an, il y a 300 000 demandeurs d'emploi qui s'ajoutent au Sénégal. Alors que l'État ne vous dit que j'ai créé 10 000 emplois, 5 000 emplois, qu'est-ce que ça peut faire? Si vous cumulez encore 5 ans, 10 ans, c'est des millions encore de demandes d'emploi qui sont là, qui ne seront pas satisfaits. Vraiment, toutes les recommandations sont bonnes. Nous, ce qu'on va faire, on va essayer quand même de faire une compilation, mais les invités sont très clairs. On a suffisamment de matière. Je ne savais même pas que Amnesty, vous travaillez déjà sur ça, mais ça fait le compte, effectivement, pour ne pas recréer la roue. Essayez de voir là où vous en êtes. Nous aussi, qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce que vous êtes en train de faire de manière spécifique. Parce qu'on a eu à gérer ici un projet sur la migration. C'était avec l'Union européenne. Et ça a fait beaucoup de problèmes même pour qu'on gagne ce projet. Parce qu'au début, ils ne voulaient pas qu'on parle de migration légale et développement local. Parce qu'on a pensé qu'il faut développer au niveau local pour décourager les jeunes qui veulent entreprendre. Et aussi essayer d'ouvrir les voies légales de migration. Parce que ça doit être encouragé. L'octroi des visas pour les étudiants, pour les commerçants, pour ceux qui veulent aller et revenir. Si vraiment tout le monde pouvait aller et revenir, il n'y aurait pas tout ce problème-là. Parce que les gens tiennent à vivre dans leur propre pays. S'ils vont là-bas, c'est pour faire se réaliser quelque chose et revenir dans leur pays et pouvoir y retourner. Mais c'est parce qu'ils ont fermé que les gens déploient autant d'efforts pour contourner effectivement les barrières et qui fait qu'effectivement il y a autant de risques, autant de morts, autant de pertes. À mon avis, donc ce plaidoyer, on va l'encourager, que la RADDHO puisse porter tout ça, les études, le plaidoyer qu'il faut, le diagnostic et également faire la surveillance aussi et la dénonciation. C'est ça que nous pouvons dire en conclusion, pour dire que la matière n'est pas totalement épuisée, mais le débat continue. Donc ça n'était qu'un début, et puis on a ouvert le débat est intéressant. Toutes les recommandations seront en tout cas systématisées dans le rapport. Je vous remercie. Je pense que tous les échanges ont été fructueux. Et même s'il y a des gens, des personnes qui voulaient intervenir et qui n'ont pas pu le faire, peut-être qu'ils peuvent mettre ça sur papier, vous le faire parvenir pour qu'on puisse l'intégrer dans les rapports du secrétariat. Donc, c'est toujours fructueux quand même de partager. On remercie les partenaires de la société civile qui sont là. Je pense que leur intervention nous a été d'un apport très, très positif. Donc, c'est là maintenant le lieu de travailler en synergie avec tous les acteurs de la société civile. Et qu'on puisse quand même tenir compte de tous les travaux, de tout ce qui est ressorti, échanger et voir comment pallier à beaucoup de choses. Parce qu'on a les mêmes missions, on a les mêmes visions, donc on peut travailler ensemble. Donc la séance est levée pour aller en pause. Merci de votre aimable attention.